une petite capsule, donc une petite vidéo de 5 minutes permettant d'actualiser les données qui sont celles de votre cours. D'accord? Alors, j'avais déjà, et j'ai déjà en même temps posté une vidéo d'actualisation, mais nous en avions déjà parlé concernant la responsabilité civile. Et j'en ai profité pour faire une vidéo d'actualisation. Vendredi, je vous ai envoyé mon téléphone. Je parle une note. Oui, je sais, oui, c'est normal. Concernant les corrections, je les fais au fur et à mesure. Alors, vous avez été énormément à me rendre le TD. J'en ai corrigé déjà une bonne partie que vous pouvez récupérer dans le drive, dans le dossier qui s'appelle TD corrigé et noté. Je corrigerai, ne vous inquiétez pas, au fur et à mesure les TD. Alors, je vous rappelle, hein, vous devez me rendre 2 TD sur le semestre. Et là, je crois que j'ai eu 50 TD sur le premier, donc ça prend un petit peu de temps pour la correction. Vous m'en excuserez. Mais ne vous inquiétez pas, donc Addition, ne vous inquiétez pas, je les corrigerai tous. Alors, je ne les corrige pas forcément de façon très annotée, puisque de toute façon, l'ensemble des erreurs que j'ai pu constater dans les TD ont été vues pendant la correction. Si jamais je constatais une erreur ou une incompréhension qui demandait un petit rappel, je le ferai pendant le cours. Alors, je reviens sur mon propos en vous disant qu'il y a une petite vidéo d'actualisation concernant le cours que je dois encore compléter. Que je dois encore compléter, ce que je vais faire là actuellement. Alors d'abord, pour vous synthétiser les choses, pour vous dire la façon dont on va travailler, nous allons corriger le TD de 2 façons, en proposant 2 réponses, à chaque fois celle qui était valable jusqu'au 1er janvier 2020, puisqu'il y a eu une modification de l'organisation judiciaire en France applicable au 1er janvier 2020. Et puis, je ferai la même correction en vous disant, bah, ça, c'était valable avant le 1er janvier. Aujourd'hui, ça n'est plus valable. C'est plutôt cette solution qui est valable. En sachant bien sûr que vous, il faudra plus retenir la solution valable, applicable au jour d'aujourd'hui. En même temps, je vois mal le jury aller vous poser une question qui serait ambiguë quant à la compétence, notamment juridictionnelle, sur un tribunal qui aujourd'hui n'existerait plus. Enfin bon, je les vois mal vous emmener sur un piège comme ça. Malgré tout, il était nécessaire que j'actualise le cours et je l'ai fait par cette première vidéo et je vais le compléter actuellement. Donc la première chose qui a été dit dans la vidéo, c'est que les tribunaux d'instance et de grande instance ont été fusionnés. Alors je vous rappelle qu'avant, les tribunaux d'instance et de grande instance étaient compétents en matière civile et commerciale pour tous les litiges, sauf si le litige était attribué à un autre tribunal. Donc c'était une compétence de principe. Alors, cette compétence existe toujours, sauf que précédemment, donc avant le 1er janvier 2020, la compétence était répartie entre le tribunal de grande instance et d'instance en fonction de la valeur du litige. C'est-à-dire que pour les litiges inférieurs à 10 000 euros, c'était le tribunal d'instance qui était compétent, et pour les litiges supérieurs à 10 000 euros, c'était le tribunal de grande instance qui était compétent. Aujourd'hui, cette distinction sur la valeur du litige n'existe plus, puisqu'il y a eu une fusion des tribunaux d'instance et de grande instance qui fait qu'aujourd'hui, on a un grand tribunal qui s'appelle le tribunal judiciaire. Et donc qui réunit la compétence des tribunaux d'instance et des tribunaux de grande instance. Donc aujourd'hui, on ne fait plus la distinction en matière de valeur de litige et on attribue, quand on a un litige entre particuliers, par exemple, à la compétence du tribunal judiciaire en dehors de toute considération du montant du litige. Malgré tout, dans certaines villes, pas dans toutes les villes et pas de manière égale dans toute la France, dans certaines villes, vous allez encore trouver des tribunaux qu'on appelle des tribunaux de proximité, que l'on peut identifier comme les anciens tribunaux d'instance. D'accord ? Alors, ça, je pense que c'est juste pour votre culture personnelle. Aujourd'hui, c'est peut-être pas forcément quelque chose sur laquelle on va vous interroger, mais sachez, malgré tout, si un jour vous rencontrez au détour d'une lecture ou dans votre vie professionnelle un tribunal de proximité, c'est simplement un ancien tribunal d'instance qui est resté de façon exceptionnelle, puisque je vous dis encore une fois, il n'y en a pas dans toutes les villes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que dans votre cours, vous avez vu qu'on a plusieurs niveaux de jugement. D'accord ?
il y a des jugements qui sont rendus en première instance pour lesquels on va pouvoir faire appel. Je reviendrai à la fin du cours pour vous donner exactement ce qu'il faut retenir de cette notion-là. Dans votre cours, il est indiqué que les jugements qui ont statué sur un litige dont la valeur n'excédait pas 4 000 euros ne pouvaient pas faire l'objet d'un appel. Aujourd'hui, le montant de 4 000 euros a été rehaussé par le législateur et est passé à 5 000 euros. Donc très concrètement, si j'ai un jugement pour une valeur de 6 000 euros, je peux faire appel. Si j'ai un jugement pour une valeur de 4 500 euros, je ne peux pas faire appel de ce jugement, évidemment. La troisième chose que je voulais dire, donc ces deux premiers points, je les ai abordés dans la petite capsule de réactualisation. La troisième chose que je voulais dire, je m'en suis rendu compte hier que dans votre cours, il y avait encore la présence du tribunal des affaires de sécurité sociale, le TAS. Aujourd'hui, ce tribunal a disparu et les litiges que ce tribunal traitait sont maintenant traités par le tribunal judiciaire. Alors vous voyez bien que le tribunal judiciaire, c'est le grand tribunal aujourd'hui qui regroupe toutes les compétences de l'ancien tribunal de grande instance, de l'ancien tribunal d'instance et du tribunal administratif, des affaires de la sécurité sociale. Donc, vous pouvez considérer qu'aujourd'hui, le TAS n'existe plus et que sa compétence a été transférée au tribunal judiciaire. Voilà sur l'actualisation qu'il faut retenir du cours. Vous pouvez vous le noter, vous pouvez faire des petites remarques, des petites bulles sur votre cours si vous voulez, mais dans tous les cas, c'est dit, vous devez prendre en compte cette actualisation qui est valable au 1er janvier 2020 et donc qui est valable pour vous et éventuellement dans l'optique de votre examen. Alors, en résumé de ce cours qui n'était pas très compliqué, vous devez retenir deux choses. La première chose, c'est que l'organisation judiciaire en France est organisée autour de deux grands pôles, deux grands ordres qu'on appelle l'ordre administratif et l'ordre judiciaire. Alors, pour déjà faire cette première distinction, vous devez vous poser une question quand vous êtes face à un énoncé. Y a-t-il, parmi les parties qui sont en jeu dans le litige, y a-t-il une administration? Alors, par administration, qu'est-ce qu'on entend? On entend l'État, une mairie, la région, mais aussi toutes les structures qui dépendraient directement d'une administration. À partir du moment où il y a en jeu donc, l'État ou une collectivité territoriale, ce sera obligatoirement de la compétence de l'ordre administratif dont le litige va relever. S'il n'y a pas l'État et s'il n'y a pas de mairie ou de conseil général, de conseil régional, etc., vous pouvez vous dire que ce sera dans l'ordre judiciaire que je devrais chercher la compétence d'un tribunal. Ça, c'est la première grande distinction que l'on va faire. Ensuite, vous avez à l'intérieur de l'ordre judiciaire plusieurs tribunaux. Ils sont très bien organisés dans votre cours dans ces trois branches. Une première branche qu'on pourrait appeler les tribunaux qui ont une vocation civile. Ensuite, une deuxième branche qu'on pourrait appeler des tribunaux d'exception, qui vont regrouper au jour d'aujourd'hui trois tribunaux, le tribunal de commerce, le conseil des prud'hommes et le tribunal des baux ruraux. Et ensuite, tous les tribunaux qui ont une vocation pénale, avec le tribunal de police, le tribunal correctionnel et la cour d'assises. À l'exception faite de certaines juridictions, l'ensemble des tribunaux sont donc dirigés par des magistrats professionnels, qui sont donc des juges, qui sont issus de l'École nationale de la magistrature, l'ENM, qui se situe à Bordeaux. Alors, si parmi vous, certains étaient intéressés par la carrière de juge, ce qui est à peu près très peu vraisemblable, je dirais, sachez que les juges ont une formation par un bac+5 en droit, donc une licence et un master. Ensuite, ils passent un concours et ensuite, ils ont 3 ans d'études en école. Voilà un petit peu la formation des juges. Mais il y a 2 tribunaux qui sont gérés par des juges qui ne sont pas des professionnels. Ces 2 tribunaux sont le tribunal de commerce et le conseil des prud'hommes. Le tribunal de commerce, les juges qui siègent
les juges qui siègent au tribunal de commerce sont des commerçants, tout simplement des chefs d'entreprise qui ont été élus par les autres chefs d'entreprise pour être des juges qui vont officier au tribunal de commerce. Ensuite, le tribunal des prud'hommes, le conseil des prud'hommes plus exactement, c'est un petit peu la même chose. Ce sont des juges qui ne sont pas des professionnels, ce sont des salariés et des chefs d'entreprise, qui font office de juges et qui sont élus par les salariés lors d'élections qu'on appelle les élections prud'homales, qui sont élus par les salariés et par les chefs d'entreprise pour siéger au conseil des prud'hommes. Voilà ces deux juridictions qui ont une composition particulière, puisque vous voyez que dans ces deux juridictions d'exception, que sont le tribunal de commerce et le conseil des prud'hommes, ce ne sont pas des juges professionnels, ce sont des citoyens, des salariés, des chefs d'entreprise qui font office de juge. Ça, c'est la première chose. Ensuite, vous avez une juridiction particulière qui est la cour d'assises. Je vous rappelle qu'elle va traiter des crimes. Un crime, c'est un meurtre, un viol ou un vol à main armée. Et dans ces cours d'assises siègent des jurys populaires. Alors, c'est quoi un jury populaire? C'est vous, c'est moi. Demain, chacun d'entre nous peut être appelé à siéger, et d'ailleurs c'est une expérience très intéressante, à siéger au cours d'un procès d'assises et devoir se prononcer sur la culpabilité et la peine prononcée à l'égard d'une personne ayant commis des faits. Les jurés de la cour d'assises sont 9, avec à chaque fois un suppléant, un remplaçant, comme au foot, un remplaçant, si jamais un des jurés tombait malade ou avait un empêchement important, puisque c'est une obligation, si vous avez été tiré au sort, c'est une obligation de devoir assister au procès et de devoir donner votre opinion parmi les 9 jurés qui composent le jury populaire. Alors ça, c'est concernant la cour d'assises, donc on voit que c'est, encore une fois, là un fonctionnement très particulier, avec des juges qui vont diriger les débats et un juré composé de 9 citoyens qui vont estimer et qui vont prononcer la culpabilité ou la non-culpabilité ou l'innocence d'un prévenu. Voilà quant à l'organisation générale. Alors, si vous voulez bien... On veut y aller de notre... C'est notre décision, on ne peut pas y aller. On voit moins de au sort. Alors, vous ne pourrez pas être juré parce que vous êtes volontaire, il faut être donc tiré au sort. D'accord? Alors, on va tirer au sort plus que de nécessaire. Je crois, dans mes souvenirs, qu'on va tirer au sort 30 personnes. Et parmi ces personnes, on va en choisir 9. Donc, l'avocat de l'accusation et le procureur vont dire lui, on le garde, lui, on ne le garde pas. Et ça, c'est leur choix. Ils n'ont pas besoin de justifier, mais ils doivent choisir parmi ces 30 personnes 9 titulaires et 9 personnes qui seront des remplaçants. Mais vous, de vous-même, vous ne pouvez pas dire moi, j'aimerais bien être juré. Il faut être tiré au sort. Et pour être tiré au sort, il faut bien sûr être inscrit simplement sur les listes électorales. Alors, on va regarder un petit peu ce que donnait notre TD et ce que je vais vous proposer dans la résolution du TD, c'est, je vais le mettre à l'écran, c'est de commencer à acquérir la méthodologie de résolution des cas pratiques. Si l'examen que vous aurez à subir d'ici 2 ans, s'il y a une partie qui est consacrée à des problèmes juridiques, on va vous poser une étude de cas. On va vous donner une situation, on va vous demander de résoudre la situation. La résolution du cas pratique juridique se fait selon une méthodologie. Alors sachez que la correction accordera autant de points à la méthode, si elle a bien été employée, que au raisonnement qui a été conduit et à la conclusion qui a été proposée. La méthode, je vais vous la donner déjà dans un premier temps. Et je ferai une vidéo, on aura un cours, alors peut-être pas forcément un cours dédié complètement à la méthode, mais à chaque fois, à chaque fois qu'on s'attaquera à des cas pratiques en matière juridique, on essaiera d'appliquer au maximum notre méthode. Notre méthode, elle est la suivante. Alors peut-être que certains la connaissent,
C'est la méthode du syllogisme, S-Y-2-L-O-G-I-S-M-E, donc du syllogisme juridique. Comment elle se compose? Elle se compose toujours en 3 étapes. La première étape, je dois indiquer ce que dit le droit. Donc je dois dire mon cours. D'accord? Ça, c'est la première étape de la résolution du cas pratique. La deuxième étape, c'est de donner les faits du cas qui me sont présentés et de les rapprocher de mon cours. Et la troisième étape, c'est la solution que je donne au cas pratique, à la question qu'il m'aura été posée. Donc je répète, la première solution, je donne le droit, ce que je connais du droit. Clairement, je vais dire mon cours. La deuxième, c'est, alors je ne vais pas dire tout mon cours, je vais donner le cours qui va me permettre de résoudre les choses, évidemment. Je ne vais pas parler de responsabilité civile si on me parle de compétences des tribunaux. Donc je vais dire ce que je connais du droit. Deuxième partie de la résolution, je vais appliquer le droit aux faits. Donc je vais dire, voilà pourquoi j'applique ça aux faits, parce que les faits, c'est ça, 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 ça. Et la troisième partie, je vais dire, voilà donc la solution. Le droit, les faits, la solution. Ça, c'est le syllogisme juridique, toujours en 3 parties. Et si vous voulez bien montrer que vous connaissez la méthode, vous allez passer une ligne entre chaque partie, ce qui va montrer à votre correcteur que, oui, il applique super bien la méthode. Son premier paragraphe, c'est son cours, c'est le droit. Son deuxième paragraphe, c'est les faits. Et son troisième paragraphe, c'est la solution qu'il donne. La solution peut résider en une simple phrase. Alors, si on regarde le TD que vous deviez préparer pour aujourd'hui, dans le premier exercice, on vous demande donc de trouver quel tribunal doit être saisi dans les litiges, dans les différents litiges qui vous sont proposés. Je vais résoudre la première question, donc celle relative à l'hôtesse de l'air, en utilisant la méthode du syllogisme juridique pour vous montrer comment ça se passe. Donc ici, on me pose un cas, on me dit que voilà, une hôtesse de l'air est licenciée par une compagnie aérienne au motif que venant de se marier, elle n'a pas respecté les clauses de célibat insérées dans son contrat. Elle souhaite contester la validité de son licenciement. Bon, moi, je sais que ça va être le Conseil des prud'hommes qui va être compétent. Mais je ne peux pas le dire comme ça, d'accord? Même si la réponse est bonne. Vous n'allez pas avoir tous les points, parce qu'on veut que vous utilisiez la méthode. Donc, la méthode, c'est quoi? C'est je dis le droit. Donc, je dis le tribunal de prud'homme est compétent pour les litiges entre un salarié et un employeur, litiges qui sont relatifs à l'exécution du contrat de travail. J'ai donné mon droit, je n'ai rien dit sur les faits. J'ai dit ce que disait le droit. Dans notre cas, une hôtesse de l'air conteste son licenciement. Elle avait donc un contrat de travail avec la compagnie aérienne et la compagnie aérienne lui reproche de ne pas avoir respecté les clauses. Elle s'oppose à ce que la compagnie aérienne lui reproche. Par conséquent, donc vous voyez, j'ai donné les faits, je passe à ma conclusion. Par conséquent, c'est un litige relatif à l'exécution du contrat de travail, c'est un litige qui dépend du tribunal du Conseil des prud'hommes. Voilà comment j'ai résolu mon cas pratique. Alors ici, il est tout petit. J'ai dit ce que donnait le droit, j'ai dit les faits, et donc j'ai prouvé ce que j'allais donner en conclusion, j'ai prouvé par des faits, et ensuite, j'ai donné ma conclusion. Voilà comment il va falloir résoudre à chaque fois vos cas pratiques. Alors ici, ça ne sera peut-être pas forcément applicable parce que ce sont des situations très, très fines, très petites, d'accord? Mais vous verrez que sur la fin du cours, dans les 10 dernières minutes, je vous montrerai par un cas pratique comment on va résoudre une étude de cas avec ce syllogisme. Si on a le temps, ou dans tous les cas, on va le faire ici à chaque fois pour chaque cas. Donc, pour le premier cas, on a dit voilà, que le tribunal des prud'hommes et le Conseil des prud'hommes est compétent pour gérer les litiges liés à l'exécution du contrat de travail. En l'espèce, une hôtesse de l'air conteste son licenciement. C'est bien un litige lié à l'exécution du contrat de travail. Par conséquent, le tribunal des prud'hommes est compétent. Voilà pour la première. La deuxième, un propriétaire refuse à l'issue du bail de restituer à son locataire le montant des 2 loyers qui servaient de caution.
Le propriétaire dit que le locataire a dégradé les lieux, alors que le locataire dit qu'il les a plutôt embellis. Alors, on sait ici que ça sera le tribunal d'instance si on se situe avant 2019, et on sait que ce sera le tribunal judiciaire si on se situe après 2019. D'accord ? Les deux solutions sont valables, ça dépend à la date à laquelle on se place. Là, je vous ai dit, l'actualisation fait que si c'est un cas qui se présente au jour d'aujourd'hui, daté de 2020, c'est le tribunal judiciaire qui est compétent. Si c'est un cas qui avait dû être présenté avant 2020, c'est le tribunal d'instance qui est compétent. Alors je commence et je donne le droit. Voilà. Je dis, alors je vais d'abord traiter la problématique comme si on était avant 2019. D'accord ? Donc comme si le tribunal d'instance et de grande instance existaient. Je peux commencer en disant que le tribunal de grande instance est la juridiction compétente dans les litiges pour les particuliers, dans le litige qui oppose les particuliers, dans les litiges donc civils, sauf quand la compétence est attribuée à une autre juridiction et quand le litige porte sur une somme inférieure à 10 000 euros. Je continue dans mon droit, je continue à dire ce que je connais de mon cours. Le tribunal d'instance, lui, est compétent pour les litiges dont la valeur est inférieure à 10 000 euros. Voilà, j'ai donné mon cours, j'ai dit mon cours. Voilà, j'en ai mis plein la vue au correcteur. Je lui ai dit, regardez monsieur, je sais mon cours. Alors bien sûr, il faut que je lui donne des éléments qui sont en relation avec le cas. Hein. Je ne vais pas commencer à lui parler de la responsabilité civile, s'il s'en fout. D'accord ? Maintenant, je vais te donner les faits. Ici, un litige oppose deux particuliers, puisque ce ne sont pas des commerçants, rien du tout. Le litige porte sur une somme inférieure à 10 000 euros. Par conséquent, ma solution, c'est bien le tribunal d'instance qui sera compétent. Je fais la même résolution si on se situe après 2020. Donc j'ai donné mon droit. Le tribunal judiciaire est compétent, quel que soit le montant, pour les affaires civiles qui opposent deux particuliers. J'ai dit ce que je connaissais du droit. Et maintenant, je vais pouvoir donner les faits. Ici, en l'espèce, ce sont deux particuliers qui s'opposent. D'accord ? Le montant du litige n'est pas important, puisque aujourd'hui, on ne fait plus la différence. D'accord ? Par conséquent, ce sera le tribunal judiciaire qui sera compétent pour connaître de l'affaire. Voilà concernant ce deuxième cas. Alors le troisième est un peu plus facile et plus court surtout. D'accord ? Alors on sait que le tribunal judiciaire est compétent en matière familiale, d'accord ? En matière d'état des personnes. Un divorce est de nature à gérer des problèmes familiaux. Par conséquent, c'est le tribunal judiciaire qui sera compétent. Et si vous voulez briller, plus exactement, le juge aux affaires familiales, mais ça, vous n'êtes pas obligé de le savoir. Quatrième possibilité, quatrième cas qui nous est présenté, un hôtelier n'est pas d'accord avec l'arrêté du préfet du département qui prononce un classement de son hôtel dans la catégorie 2 étoiles. Je donne le droit. Le tribunal administratif est compétent pour connaître des litiges qui opposent un particulier à l'administration. D'accord ? Les arrêtés préfectoraux sont des actes administratifs, puisque le préfet est un représentant de l'État dans les départements. En l'espèce, un hôtelier conteste un arrêté préfectoral qui est donc un acte administratif. Donc l'État est partie au litige. Finalement, notre hôtelier, il est opposé à l'État, qui est représenté par le préfet. Par conséquent, ce sera le tribunal administratif qui sera compétent. Je continue pour la suivante. Alors, elle est un peu plus délicate, elle appelle un peu plus de réflexion, elle aurait demandé peut-être plus de précision dans l'énoncé. Un agriculteur a acheté à un autre agriculteur un tracteur pour un montant de 13 000 euros. Peu de temps après la vente, le tracteur tombe en panne et irréparable. Estimant avoir été trompé sur la valeur du tracteur, l'agriculteur acheteur veut possible en nullité de faire annuler le contrat finalement. Alors ici,
On n'a pas de précision sur la qualité de nos agriculteurs, puisqu'un agriculteur, a priori, n'est pas forcément un commerçant, mais peut éventuellement être un commerçant. Il faudra vraiment faire attention à cette qualité des parties quand vous allez étudier la compétence, puisque la qualité peut entraîner une compétence particulière. Et on sait notamment que les tribunaux de commerce sont compétents pour les litiges entre commerçants. Un agriculteur, de base, n'est pas un commerçant. Toutefois, vous comme moi, nous savons qu'aujourd'hui, nombre d'agriculteurs, nombre de fermiers, pour développer leur activité, font de la vente directe. Et ouvrent un petit magasin, bien souvent, à l'intérieur de la ferme. Si c'était le cas, on aurait donc affaire à un commerçant. Et si c'était aussi le cas pour le vendeur, on aurait aussi affaire à un commerçant. Donc si nos agriculteurs ont en plus la qualité de commerçant, ce sera le tribunal de commerce qui sera compétent. Donc on aurait commencé d'abord par donner la compétence du tribunal de commerce. Le tribunal de commerce est compétent pour gérer les litiges entre commerçants. Ça, c'est mon cours. Maintenant, les faits. En l'espèce, rien n'est précisé pour savoir si les agriculteurs ont un statut de commerçant. Si c'était le cas, ce serait donc le tribunal de commerce qui serait compétent. Je peux résoudre aussi les choses avec deux syllogismes différents. D'accord ? J'ai fait une première fois en disant, voilà, peut-être qu'ils sont aussi commerçants. Donc, je vous donne une solution dans ce cas-là. Maintenant, je vais vous donner une deuxième solution. Le tribunal judiciaire est compétent pour tous les litiges entre non-commerçants, notamment, donc entre particuliers. Ici, nos agriculteurs sont des particuliers, puisqu'ils n'ont pas agi en qualité de commerçants s'ils ne sont que agriculteurs. Par conséquent, quelle que soit la valeur du litige, si on est après 2020, c'est le tribunal judiciaire qui est compétent. Si on devait résoudre le même cas pratique avant 2020, donc en 2019, on dirait que le tribunal de grande instance est compétent pour gérer tous les litiges en matière civile qui ont pour valeur un montant supérieur à 10 000 euros. Ici, un agriculteur conteste la vente d'un bien portant ayant une valeur de 13 000 euros, donc supérieur à 10 000 euros. Par conséquent, c'est le tribunal de grande instance qui est compétent. Alors, concernant le cas numéro 6. Concernant le cas numéro 6, nous avons ici un restaurateur, donc qui lui est un commerçant, qui reçoit de ses fournisseurs des marchandises avariées. Le fournisseur qui lui-même est aussi un commerçant. Il ne peut donc pas préparer lui-même, pour dédommager ses clients, donc il souhaite engager la responsabilité de son fournisseur. Entre parenthèses, ça serait de la responsabilité contractuelle. D'accord ? Ça nous remonte à notre cours précédent, puisqu'il y a un contrat entre le fournisseur et le restaurateur. Donc ici, on irait sur le terrain de la responsabilité contractuelle. Dans tous les cas, ce n'est pas ce qui nous est demandé ici. On nous demande de trouver le tribunal compétent. On commencerait comme on avait fait précédemment si nos agriculteurs avaient été des commerçants. Le tribunal de commerce est compétent pour traiter de tous les litiges entre commerçants. Le restaurateur est un commerçant, le fournisseur est un commerçant. Par conséquent, c'est bien le tribunal de commerce qui est compétent pour traiter du litige. Et le restaurateur devra porter son action devant le tribunal de commerce s'il veut engager la responsabilité du fournisseur. Voilà pour le cas numéro 6. Concernant le cas numéro 7, il va nous rapprocher du cas de l'hôtelier, puisqu'on est dans une situation identique. On a un pompiste qui entend contester la validité d'un arrêté préfectoral. Donc un arrêté préfectoral, c'est un texte qui est pris par le préfet. On en entend parler un petit peu en ce moment, d'arrêtés préfectoraux qui sont relatifs au Covid, notamment, par exemple, de fermeture des bars à une certaine heure. C'est le préfet qui peut prendre ce genre de décision, comme le maire aussi peut prendre ce genre de décision. Là, on parlera d'un arrêté municipal. Ici, un arrêté préfectoral, c'est le préfet. Le préfet, comme le maire d'ailleurs. Alors, la réponse, je n'ai pas vu votre question. Je n'ai pas partagé mon écran. Alors, je finis juste mon truc et je reviens a priori sur la réponse du 6. Alors, la réponse du 6, effectivement, Élodie, c'est le tribunal de commerce qui est compétent, parce que le restaurateur et le fournisseur sont des commerçants. Concernant donc le 7, donc notre pompiste
qui conteste la validité d'un arrêté préfectoral. L'arrêté préfectoral, c'est un acte administratif qui engage l'État, puisque je vous ai dit précédemment que le préfet était le représentant de l'État dans les départements. On donne notre droit. Le tribunal administratif est compétent pour gérer les litiges quand l'État est concerné par le litige, ou une administration, ou une collectivité territoriale. Ici, dans notre cas présent, le pompiste entend contester un arrêté préfectoral qui est un acte administratif, puisque le préfet est un représentant de l'État dans les départements. Par conséquent, ce sera le tribunal administratif qui sera compétent. Alors, cas numéro 8. Une mère célibataire veut intenter une action en recherche de paternité contre celui qu'elle prétend être le père de son enfant, monsieur Jean Sérien. Alors, toutes les actions qui concernent la personne sont amenées devant le tribunal de grande instance ou aujourd'hui le tribunal judiciaire. Alors, ces actions, c'est des actions concernant la nationalité, par exemple. On dit des actions concernant l'état de la personne. Des actions aussi en recherche de paternité, en recherche de filiation, comme on dit. Donc, toutes ces actions, c'est de la compétence du tribunal judiciaire, donc c'est la réponse qu'il fallait apporter à la question numéro 8. Alors, pour le calcul de la retraite d'un homme, une caisse de sécurité sociale refuse de prendre en compte l'activité professionnelle qu'il a exercée de 1957 à 1960. Alors ici, on peut briller, c'est l'occasion aussi de briller devant les correcteurs en expliquant que le TAS a disparu. Alors, on pourrait très bien dire ce que l'on sait de notre cours. Le TAS était le tribunal compétent pour toutes les affaires concernant la sécurité sociale. Toutefois, le TAS a été supprimé et sa compétence a été transférée au tribunal judiciaire ou au tribunal de grande instance précédemment, l'année 2019. Ici, un homme veut intenter une action contre la sécurité sociale. Par conséquent, c'est le tribunal judiciaire qui est compétent ou le tribunal de grande instance si on se place avant 2020. Voilà pour la résolution de ce premier cas pratique. Y a-t-il des questions par rapport à ça, des choses que vous n'avez pas comprises ou des points sur lesquels vous voulez que je revienne? Moi, j'ai une question. Lorsqu'il y a un litige entre deux commerçants, quel que soit le litige, c'est toujours le tribunal du commerce? Exactement. Ce sera toujours le tribunal de commerce. Voilà, le tribunal de la sécurité sociale n'existe plus. Effectivement, c'est le tribunal judiciaire qui a repris toutes les affaires de sécurité sociale. Pour la 8, c'est quel tribunal? C'est le tribunal judiciaire, puisque c'est le tribunal qui est compétent pour l'état des personnes. Si vous voulez, par exemple, contester des faits, par exemple, si on vous... Alors, il n'y a pas le tribunal de police et le tribunal correctionnel. Alors, le tribunal de police, il est compétent pour toutes les infractions routières. Imaginons que vous passiez au feu rouge, vous vous faites arrêter par la police, d'accord? Et puis, vous estimez que vous êtes passé au vert. L'agent de police qui vous verbalise estime que vous avez passé au rouge. Donc, il va vous dresser un procès verbal, tout simplement. Hop, et puis vous allez vouloir contester le procès. Ce sera donc le tribunal de police qui sera compétent pour ce problème-là. Le tribunal correctionnel, lui, va traiter des délits, c'est-à-dire des arnaques, des vols, dont la peine est inférieure à 10 ans. Alors, concrètement, c'est tous les délits, sauf les crimes, qui sont les meurtres, les viols et les vols à main armée. D'autres questions concernant cette première partie? Pas d'autres questions? Alors, nous allons pouvoir passer à la deuxième. La contestation humaine ne se fait pas devant le tribunal administratif, non devant des PV. Alors, des PV qui sont relatifs à une infraction routière. D'accord? C'est spécifiquement le tribunal de police qui sera compétent pour ça. Votre réflexion, elle n'est pas bête. Elle n'est pas bête dans le sens où, quand on vous met un PV, c'est l'État qui vous met un PV quelque part. Donc, le fait de dire ça aurait pu être le tribunal administratif, ce n'est pas une réflexion bête. Pas du tout.
Mais voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, toutes les infractions routières sont traitées par le tribunal de police, sauf la conduite en état alcoolique ou sous l'emprise de drogue. Puisque ça relève de la matière pénale, vous pouvez risquer de la prison. Alors, vous passez à un feu rouge, d'accord, bien sûr, vous ne blessez personne, hein, évidemment. Vous passez à un feu rouge où vous avez un petit excès de vitesse, ça reste de la compétence du tribunal de police et vous ne risquez pas de prison. Par contre, si vous conduisez sous l'emprise de l'alcool ou sous l'emprise de stupéfiants ou à très grande vitesse, donc les excès de vitesse, je n'ai plus le chiffre en tête, mais je crois que c'est supérieur à 40 km/h, il me semble, à vérifier, mais bon, ce n'est pas forcément à savoir par cœur. Mais dans tous les cas, sachez que ce type d'infractions, qui sont des infractions routières, relèvent de la matière pénale. Ça veut dire que aujourd'hui, si vous roulez sous l'emprise de l'alcool, vous pouvez aller en prison. Et de toute façon, vous serez mis en garde à vue. Alors, il peut y avoir un exemple pour le tribunal paritaire. Oui, on va en traiter un après. Donc, laissez venir. Je pensais que les PV rentraient dans la même catégorie que les infractions routières conduites. Alors, la conduite en état alcoolique est une infraction routière, oui, mais sauf que dans ce cas-là, comme on risque de la prison, on a voulu un petit peu être beaucoup plus sévère pour ce type d'infraction. Ça fait partie de la lutte contre les infractions routières et de la lutte contre l'alcoolisme au volant. On a sorti ce type d'infraction du tribunal de police pour en donner la compétence au tribunal correctionnel qui peut prononcer des peines de prison, alors que le tribunal de police ne prononcera jamais des peines de prison. Donc certaines infractions routières, les plus graves, c'est la conduite sous l'emprise de l'état alcoolique ou sous l'effet de stupéfiants ou à très grande vitesse. Ce sont trois infractions routières qui ne relèvent pas du tribunal de police parce que ce sont des infractions graves et ce sont des infractions pour lesquelles vous encourez des peines de prison. Donc à partir de là, elles relèvent de la compétence du tribunal correctionnel. Alors, nous allons passer au deuxièmement, et ça va me permettre de répondre aussi à la question, je crois, sur la fin du deuxièmement. Ça nous permettra de regarder un peu la compétence du tribunal des baux paritaires. Alors, ici, un couple marié, alors c'est une situation qu'on a déjà vue, donc on va la passer très rapide. Hein. En matière de divorce, c'est le tribunal judiciaire qui est compétent au jour d'aujourd'hui. D'accord ? En matière de divorce, en matière d'adoption, tout ce qui est lié à la famille, en matière de garde d'enfants, en matière de pension alimentaire, tout ce qui est lié à la famille, ce sera le tribunal judiciaire, ex-tribunal de grande instance, qui seront compétents. Un automobiliste est verbalisé pour ne pas être s'arrêter au stop. C'est exactement la démonstration que je viens de vous faire. C'est qu'ici, on est dans une infraction routière qui relève du tribunal de police si l'automobiliste voulait contester l'infraction. Alors, celle-là, elle est plutôt pas mal. Elle peut appeler plusieurs réflexions. Un boulanger a licencié son apprenti parce qu'il mangeait des croissants sans les payer. Alors, imaginons que ce soit l'apprenti qui conteste le licenciement. La contestation de licenciement, c'est la contestation liée à l'exécution d'un contrat de travail qui, ici, vient d'être rompu par l'employeur. Ce type de contestation est du ressort du Conseil des prud'hommes. C'est la première vision qu'on pourrait en avoir. Maintenant, si le boulanger voulait intenter une action pour vol, puisqu'on peut estimer que c'est du vol, s'il voulait intenter une action pour vol contre son apprenti, le vol simple dépend du tribunal correctionnel. Donc, il devrait saisir le tribunal correctionnel pour faire condamner, son apprenti au remboursement des petits pains et peut-être même à une peine de prison ou à une amende, puisque le vol relève de la matière pénale. Donc, vous voyez, en fonction de la position où on est, les tribunaux ne seront pas les mêmes. Un propriétaire veut obliger son locataire à lui payer les 3 mois de loyer de retard. On a un litige là qui est entre deux particuliers. Le propriétaire apparemment n'est pas forcément un professionnel. Donc ça relèvera du tribunal judiciaire ou bien du tribunal d'instance ou de grande instance en fonction de la valeur du litige si on se situait avant l'année 2020. Un étudiant n'est pas d'accord avec la décision de l'université lui refusant l'attribution d'une bourse. Alors celle-ci, elle est aussi plutôt intéressante.
l'université publique. L'université publique dépend du ministère. En l'occurrence, du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Dans un lycée, c'est le ministère de l'Éducation nationale dont dépend le collège ou le lycée. Je parle bien d'établissements publics, parce que les établissements privés ne sont pas, même s'ils sont conventionnés, ne dépendent pas, ne dépendent pas du ministère. Preuve en est que moi-même qui suis un enseignant dans un établissement privé, je ne suis pas fonctionnaire. Alors qu'un enseignant qui est prof dans un établissement public, un collège, un lycée ou même une université, est un fonctionnaire. Un fonctionnaire, c'est un représentant de l'État. Hop, État, donc administration. Donc l'université est une administration. Alors peut-être que vous ne l'entendiez pas dans ce sens-là, mais l'université, dans tous les cas, est une administration et les décisions qu'elle rend. Ici, l'université a rendu une décision refusant l'attribution d'une bourse à un étudiant. Si l'étudiant veut contester cette décision, comme il y a une administration qui est en jeu, dès qu'il y a une administration, dès qu'il y a l'État, dès qu'il y a une ville, etc., on sait que c'est le tribunal administratif qui est compétent. Donc ici, si l'étudiant veut contester la décision qui a été rendue, il devra saisir le tribunal administratif. Alors, de son appartement, un homme a tiré un coup de feu sur un passant. Celui-ci est mortellement blessé. Alors ici, il nous faudrait un peu plus de précision. Est-ce que c'est volontaire ou involontaire? Dans le cas où ça serait volontaire, on est en présence d'un meurtre, puisque la personne est mortellement, ça veut dire qu'elle en est morte, elle est morte de la suite de ses blessures. Par conséquent, le meurtre dépend de la cour d'assises. Si ça devait être accidentel, ça dépendrait du tribunal correctionnel. Alors, vous êtes en train de nettoyer une arme et malheureusement l'arme tombe, le coup part, elle blesse un passant. C'est une imprudence, effectivement. C'est un homicide par imprudence, mais les homicides par imprudence ne sont pas gérés par la cour d'assises, mais par le tribunal correctionnel. Ensuite, même si la victime est décédée, il n'y a pas d'intention, donc il n'y a pas de meurtre. Le meurtre, ça veut dire qu'il y a une intention de tuer. Alors, un fournisseur poursuit un commerçant qui lui a établi un chèque alors que son compte n'était pas approvisionné. Donc, c'est un chèque sans provision. Ici, on a un litige entre deux commerçants, puisqu'il y a le fournisseur qui est commerçant et son client qui est aussi un commerçant. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, ce sont deux commerçants, par conséquent, ce sera le tribunal de commerce qui sera compétent. Monsieur X est jugé pour violence sur un enfant de moins de 15 ans. Ce sera donc le tribunal correctionnel qui sera, puisque vous pouvez vous dire, la cour d'assises, c'est uniquement pour les meurtres, les viols et les vols à main armée. Ces trois cas-là. Si on n'est pas dans ce cas-là, eh ben, il faudra, ça sera le tribunal correctionnel qui sera compétent. Donc ici, c'est le tribunal correctionnel qui va être compétent. Un couple veut adopter un enfant abandonné. Toutes les affaires liées à la famille, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est de la compétence du tribunal judiciaire. Donc vous pouvez l'annoncer comme ça dans ce qu'on appelle le premier bloc, on l'appelle la majeure, c'est votre cours. Dans votre majeure, vous pouvez annoncer que le tribunal judiciaire est compétent pour toutes les affaires qui concernent la famille et l'état des personnes. Ici, la volonté d'adopter, c'est bien une affaire qui concerne la famille. Par conséquent, le tribunal judiciaire est compétent. Voilà le dernier cas qui va nous permettre de rebondir sur la compétence des tribunaux. Alors, un tribunal que l'on rencontre très rarement, d'accord, c'est le tribunal qui va gérer les litiges en matière de bail. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un bail? Qui pourrait m'écrire rapidos une petite définition du bail? C'est quoi un bail pour vous? Un contrat entre un propriétaire et un locataire, voilà, c'est exactement ça. Donc, c'est un contrat de location. Alors, vous avez différents baux, puisque baux, c'est le pluriel de bail. Vous avez le bail d'habitation, celui peut-être que vous avez signé parce que vous avez pris un logement étudiant. Vous avez ce que l'on appelle le bail commercial, celui qui permet au locataire de louer un local commercial.
Et vous avez le bail rural, celui qui permet à un exploitant agricole de louer des terres. Aujourd'hui, beaucoup d'agriculteurs ne possèdent pas de terres à eux. Ils louent des terres à des propriétaires qu'ils cultivent et dont ils récupèrent la récolte. Mais la terre ne leur appartient pas. Si vous avez des champs autour de vous, je suis sûr, près de où vous habitez, ou peu importe, je suis sûr qu'au moins 50% des terrains qui sont cultivés n'appartiennent pas à la personne qui cultive le terrain, mais appartiennent à un propriétaire et la personne, l'agriculteur, loue ce terrain et il fait pousser la récolte qu'il veut et puis on récupère bien sûr le fruit. Ici, tous les litiges qui sont liés justement à la location de terres agricoles via un bail agricole, via un bail rural, comme on l'appelle, sont de la compétence du tribunal des baux ruraux. Voilà ce que notre tribunal ici va traiter. Donc il va traiter les litiges entre agriculteurs ou entre un locataire de terre et un propriétaire de ces mêmes terres. Donc ici, c'est le cas qui est proposé. Un fermier est en litige avec le propriétaire du champ qu'il cultive. Donc on imagine bien que le fermier il a un bail avec le propriétaire pour la mise à disposition des terres afin d'y cultiver quelque chose. Alors, je ne vais pas rentrer en détail sur les deux autres exercices parce qu'il n'y a pas vraiment de difficulté. On a pratiquement traité tous les cas et je ne vais pas avoir le temps dans tous les cas de corriger. Si vous m'avez remis vos copies, vous aurez la correction. Parce que j'aimerais faire un point et vous faire un petit topo sur ce qu'est la Cour d'appel et la Cour de cassation et comment elles sont organisées et quel est leur travail exact. Quel est leur travail exact? Leur travail exact est le suivant. Quand vous saisissez un tribunal, on va prendre un exemple. Un diététicien est en litige avec le propriétaire du local dont il dispose, d'accord, pour exercer son métier de diététicien ou de diététicien. Des réparations devaient être faites par le propriétaire et les réparations n'ont pas été faites. Bon, le propriétaire n'est pas un commerçant. Le diététicien est à l'origine, s'il ne fait que de la diététique, s'il ne vend pas de produits, c'est une profession libérale, donc on n'a pas affaire à des professionnels. On n'a pas affaire, si on a affaire à des professionnels, mais on n'a pas affaire à des commerçants. Donc, ça sera de la compétence du tribunal judiciaire. Tous les tribunaux que l'on a cités jusqu'à présent, je vous les rappelle, le tribunal judiciaire, le tribunal de commerce, le conseil des prud'hommes, le tribunal des bureaux, le tribunal administratif, le tribunal de police, le tribunal correctionnel et la cour d'assises. Ces 9 tribunaux sont des juridictions de première instance. Elles sont tout en bas de la pyramide. Quand un jugement est rendu par un tribunal de première instance, donc l'un des 9 tribunaux que je viens de nommer, la personne qui n'est pas contente de la décision qui a été rendue peut demander à ce que l'affaire soit de nouveau rejugée. C'est ce qu'on appelle, entre guillemets, faire appel, interjeter appel de la décision qui a été rendue en première instance. Alors, vous savez, comme je l'ai dit juste en introduction, que bien sûr, il faut que le litige soit supérieur à 5 000 €. Donc, imaginons que j'ai un problème avec mon locataire, avec mon propriétaire qui ne veut pas faire les travaux, et les travaux, je les estime à 10 000 €. Finalement, le tribunal judiciaire qui a rendu sa décision et rendu son jugement me donne raison et oblige le propriétaire à faire les travaux. Le propriétaire, s'il pense qu'il avait vraiment raison, s'il veut contester la décision qui a été rendue, il a le droit à ce que l'affaire soit complètement rejugée. On repart de zéro, on recommence à zéro. Et ça, c'est fait à travers ce qu'on appelle l'appel. Donc, une cour d'appel. Donc, à l'intérieur de chaque cour d'appel, il y a différents juges spécialisés pour les problèmes civils, les problèmes commerciaux, il y a une chambre criminelle, une chambre sociale, une chambre commerciale, une chambre civile. Chaque citoyen
qui a obtenu un jugement de première instance et qui n'est pas content de ce premier jugement, qu'il entend contester, a le droit à avoir un deuxième jugement. Donc c'est la cour d'appel qui rend ce deuxième jugement. Donc lui, il va saisir la cour d'appel, il aura un délai de 1 mois pour le faire, il va dire, voilà messieurs, est-ce que vous pouvez recommencer tout à zéro et rejuger mon affaire? Donc c'est le rôle de la cour d'appel de rejuger complètement l'affaire qui a été une première fois jugée en première instance. Les juges de la cour d'appel ont deux possibilités. Soit ils confirment la décision qui a été rendue en première instance, ou soit ils infirment et donnent une autre possibilité et donnent une autre décision que celle qui a été rendue, une décision contraire bien souvent, que la décision qui a été rendue en première instance par le tribunal judiciaire dans mon cas. Donc on voit bien qu'ici, il y a un deuxième degré de juridiction, qui est la cour d'appel et qui permet d'avoir un deuxième jugement. Ça permet aux citoyens qui pensent que le juge s'est trompé d'avoir un deuxième avis finalement. Ensuite, il y a un troisième niveau, un troisième degré de juridiction qui est la Cour de cassation, dont le rôle n'est pas du tout identique. Ils ne vont pas encore une fois rejuger l'affaire. La Cour de cassation, son rôle, c'est simplement de dire, voilà, est-ce que le droit a bien été appliqué? Est-ce que le juge a bien fait son boulot? Peu importe la décision qu'il ait rendue, on ne va pas rejuger l'affaire. On va dire, est-ce que le droit a bien été appliqué? Si le juge a rendu une décision, il s'est appliqué sur le droit. Il s'est appuyé sur le droit. Il s'est appuyé sur les articles du Code civil, sur les articles du Code pénal, etc. On va imaginer une situation. Quelqu'un a, je ne sais pas moi, commis un vol et il a été condamné à 15 ans de prison. Or, pour un vol, on n'est jamais condamné à 15 ans de prison puisque c'est 10 ans maximum. Le juge le condamne à 15 ans de prison. On est d'accord que le juge a mal appliqué le droit. Il s'est trompé d'article, peu importe. À partir de là, si on appelle la décision est confirmée, toujours 15 ans de prison, eh ben, la personne contre qui a été requis ces 15 ans de prison va pouvoir se pourvoir en cassation, va pouvoir donc saisir la Cour de cassation en disant le juge s'est trompé, il s'est trompé d'article dans la résolution de mon affaire. Il m'a condamné à 15 ans, or la loi c'est 10 ans maximum. Par conséquent, faites quelque chose, messieurs les juges de la Cour de cassation. La Cour de cassation, elle a encore une fois là deux possibilités. Soit elle confirme la sentence qui est rendue en disant non, le droit a bien été appliqué, monsieur. Dans ce cas-là, eh ben, c'est terminé, on ne peut plus rien faire. On doit appliquer ce qui a été dit. Ou elle va donc ce qu'on appelle casser la décision qui a été rendue et dire au juge, eh ben, il faut rejuger et bien appliquer le droit. Donc son rôle à la Cour de cassation n'est pas de rejuger l'affaire, c'est simplement de voir est-ce que le droit a bien été appliqué. Voilà. Alors, voilà ce qui va clôturer aujourd'hui notre chapitre. Il est possible d'aggraver. Oui, bien sûr. Bien sûr, la Cour d'appel peut décider d'une sanction plus grave que la sanction qui a été rendue en première instance. Alors, pour les étudiants de deuxième année qui rejoignent la session, le cours de première année n'est pas encore terminé. Hein. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas en retard, rien du tout, vous pouvez rester connecté. Mais je finis donc le cours de première année que je vais terminer là maintenant, en vous disant simplement que pour la prochaine fois, je vous demande simplement de lire le chapitre sur le contrat. D'accord ? Vous n'avez pas à faire le TD, je vous demande simplement de lire un petit peu le chapitre, d'accord ? De repérer peut-être les choses qui sont un peu plus compliquées à comprendre, et je ferai le cours, puisque c'est un cours qui est important, je trouve, et on va d'abord l'étudier ensemble avant que vous vous lanciez sur la résolution du TD. Voilà, alors pour vous, il faut faire comment? Je n'ai pas reçu le mail. Alors, vous ne l'avez peut-être pas reçu parce que vous me l'avez demandé peut-être cet après-midi, et j'avoue que j'ai eu une après-midi très chargée et que je n'ai pas vérifié mes mails. Mais a priori, deux solutions. Soit vous me l'envoyez par mail si jamais vous n'arrivez pas à le déposer sur le Drive, ou sinon, vous essayez de vous connecter au Drive et il va m'envoyer un mail et moi, je vous accepterai dans le groupe du Drive. Voilà comment vous devez procéder. Alors, entre votre demande et mon acceptation, il peut se passer un delta d'une heure ou deux, le temps que je vérifie mes mails, ou peut-être même des fois une demi-journée, parce que je n'ai pas forcément l'arrivée sur mon portable et j'ai aussi des activités qui
m'empêche de regarder mon portable tous les jours. Et surtout, si vous m'envoyez un mail à 11 heures du soir, je ne le traite pas forcément tout de suite. Mais ne vous inquiétez pas, dans tous les cas, c'est traité si vous m'en faites une demande. Voilà, alors on va clôturer le cours à lire et DH est déjà en ligne, alors en ligne, je suppose. Oui, je pense. S'il ne l'est pas, je vais le vérifier quand même. Mais s'il ne l'est pas, il sera très rapidement débloqué. Allez, je vous dis bonne soirée et à la prochaine pour le cours donc, sur les contrats. À bientôt. Alors, pour les étudiants de deuxième année qui sont déjà en ligne, je vais juste arrêter l'enregistrement du cours de première année. Voilà.